Bienvenue aux fidèles téléspectateurs d'El Watania et à l'émission Fenêtre sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, les ressources hydriques dont dépend l'économie, dont dépend l'agriculture, dont dépendent tous les secteurs, y compris celui de l'énergie et tous les autres secteurs. C'est une source vitale pour toute une économie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de ces ressources hydriques. Qu'en est-il vraiment en Algérie? Quelles sont les mesures et les mécanismes qui sont appropriés pour une gestion fiable de ces ressources hydriques? Et pour en parler, nous avons avec nous le professeur Ahmed Kettab, qui est directeur de recherche scientifique à l'école prestigieuse, l'école polytechnique d'Alger. Il est également vice-président de l'Association de France de l'eau. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut méditerranéen de l'eau et il est également membre fondateur du Conseil arabe de l'eau. Marhaba bik, professeur. Merci pour l'invitation. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on devrait d'abord, la question qui serait la plus utile, c'est de savoir que dans vos plaidoiries, vous avez constamment parlé de la création d'un conseil national de la sécurité hydrique. Alors, quelles en seraient les véritables missions et les objectifs de cette entité que vous comptez mettre en place? Salam alaikum, Azouflawan, good morning, bonjour. Effectivement, le problème de l'eau est crucial au niveau mondial. Les Nations Unies se réunissent régulièrement et la dernière réunion faite en 2023 ont trouvé qu'il y a actuellement plus de 50 pays au niveau du monde, en particulier la région MENA qui souffre de l'eau. C'est quoi le stress hydrique? C'est quoi souffrir de l'eau? La Banque mondiale, le FMI, ont fait des études et ils ont trouvé quand on a 1000 mètres cubes par habitant et par an, c'est le minimum. Au-delà, plus que 1000, c'est excellent, mais moins de 1000, c'est le stress hydrique qui est un problème. Toute la région MENA, actuellement, ont de moins de 1000 mètres cubes par habitant et par an, particulièrement l'Algérie, qui est un pays aride, qui est un grand pays et qui n'a actuellement que 500 mètres cubes par habitant et par an, et donc on est en stress hydrique. Ce stress, que faut-il faire? Pour moi, j'ai proposé et je propose encore la solution à faire. La solution à faire, c'est qu'il faut faire un plan d'action avec 10 points principaux. Le premier point, c'est les eaux superficielles qu'on devrait attaquer. Le deuxième point, c'est les eaux souterraines. Quand on a les eaux superficielles, les eaux souterraines traitées, il faut en troisième lieu aller vers la réglementation, la législation, la détailler. En quatrième point, attaquer les ressources en eau, les eaux usées pour les traiter, les réutiliser. En cinquième point, partir vers le dessalement. En sixième point, faire la formation et la recherche dans le domaine de l'eau. En septième point, l'eau et la santé. En huitième point, attaquer le changement climatique qui n'était pas auparavant, qui est actuellement. En neuvième point, attaquer l'eau, l'agriculture, les feux, la forêt, la santé du problème de l'eau. Et en dixième point, attaquer les eaux transfrontalières qu'on a avec nos pays voisins. Tous ces 10 points, les traiter est compliqué et complexe. Et c'est pour ça que cette eau concerne en Algérie pas uniquement le ministère des Ressources en eau, il concerne l'agriculture, le tourisme, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de l'Industrie. Tous ces ministères sont concernés. C'est pour ça que ma proposition faite au président de la République, c'est de créer un Conseil national de sécurité hydrique qui, lui, traiterait la stratégie, la vision, la politique à l'horizon 2030, à l'horizon 2050, mais aussi à l'horizon 2100. Les pays développés, tels que les États-Unis, tels que d'autres pays, ont ce qu'on appelle les think tanks. Les think tanks, c'est des conseils où il y a des experts qualifiés qui se réunissent et qui voient ces stratégies à l'horizon 2030. En Algérie, à vrai dire, par ces conseils, nous avons commencé. Pour moi, il y a 5 conseils primordiaux pour le développement d'Algérie. Le 1, c'est l'eau, un conseil national de sécurité hydrique. Le 2, c'est l'agriculture. Le 3, c'est l'énergie. Le 4, c'est la santé. Le 5, c'est la formation et la recherche dans ce domaine-là. Sur ces 5 conseils, le Haut Conseil à l'énergie existe et est présidé par le président de la République.
L'Agence nationale sur la santé existe et est présidée par le professeur Senhaj. L'Agence nationale sur la formation et la recherche, Conseil national de formation et de la recherche, existe et est présidée actuellement par le professeur Abedlia. Ce qui nous manque maintenant, c'est cette création d'un Conseil national de sécurité hydrique qui, lui, est le premier et que tous les secteurs dépendent de l'eau. Parce qu'on ne le veuille ou pas, tous les secteurs, que ce soit l'industrie, l'agriculture, l'intérieur, l'eau potable, dépendent de cette eau. Ce conseil devient une nécessité. C'est quoi un conseil national supérieur? Il y a dans ce conseil-là à peu près une quarantaine à 50 personnes, experts qualité. Pas représentants de ministère, c'est des gens experts qui sont des Algériens résidant en Algérie ou des étrangers, qui se réunissent régulièrement, qui regardent les données existantes au niveau algérien, les vraies données, les vrais chiffres qui sont faits. Et à partir de cette base de données, regardent la stratégie. Que doit-on faire? Je vais vous donner, il y a plusieurs exemples dans lesquels ce conseil peut traiter. J'ai un plan d'action pour ce conseil. J'ai préparé un projet de décret de création de ce conseil. Et j'ai toute une série de dossiers sur ce conseil-là. Il suffit qu'il soit créé par un décret présidentiel sous l'autorité directe du président de la République, de telle façon à ce que ce conseil propose les choses au président de la République, qui lui-même les transforme sous forme de décret présidentiel ou les programme sous forme de loi à travers l'APN qui les passe et à travers le Conseil de la Nation. Ça serait donc une sorte de feuille de route que tous les ministères des départements devraient appliquer. Et effectivement, quand ce conseil-là fait ce que j'appellerais des recommandations au président de la République. Les présidents de la République les transforment en textes juridiques par des décrets présidentiels, par des décrets exécutifs ou par une loi à travers l'APN, le Sénat, ou à travers une loi programme définissant sur 5 ans cette idée-là. Et si ce problème de l'eau est maîtrisé en Algérie, nous irons vers un développement durable. Parce que même quand on prend au niveau du Sud, que ce soit l'énergie, on a besoin de l'eau. Même si je prends les minerais, on a besoin de l'eau. Donc l'eau, c'est la vie, c'est la source. C'est le premier conseil maintenant à créer en urgence, à le définir et à voir à l'horizon 2030. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas une stratégie claire sur 5 ans, 10 ans. Nous avons une stratégie sur 1 an, 2 ans. Mais la stratégie, ce serait de venir après en détail. Que va-t-on faire des stations de dessalement? Que va-t-on faire des barrages? Que va-t-on faire des eaux usées? Donc on revient sur les 10 points. Je suis là disponible pour vos questions et revenir sur chacun des points. Très bien. Alors, on sait aujourd'hui que le dérèglement climatique, voire le réchauffement climatique qui va en progression exponentielle, a procuré vraiment un préjudice, un grand préjudice, dirais-je, sur l'agriculture d'abord. Alors, et au vu que l'Algérie recèle environ 80 barrages qui sont à moitié pleins par manque de pluviométrie. Alors, quelles solutions palliatives proposez-vous pour remédier à ce manque? Merci. Tenant compte que ces barrages sont en proie à un envasement qui requiert beaucoup de financement. Merci pour la question fort intéressante et question de stratégie et qui apporte ce que je dirais l'eau à mon moulin, l'eau à la création d'un Conseil national de sécurité. Vous savez que notre stratégie en Algérie depuis 1962, ça a été de dire nous construisons des barrages et nous avons construit 81 barrages. Ces 81 barrages contiennent 9 milliards de mètres cubes. Leur capacité est de 9 milliards. Donc c'est quand ils sont pleins. Donc c'était nos stratégies. Et la deuxième stratégie qu'il y avait en Algérie, c'était de dire nous avons des eaux souterraines au nord et au sud, nous allons les réutiliser pour l'eau potable et pour l'agriculture, et ça marchait. Et il fallait avec ces deux stratégies faire une réglementation adéquate. De tout temps, l'eau superficielle et l'eau souterraine ont suffi avec de bonnes lois. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ces barrages maintenant, les 81 barrages, au lieu d'avoir une capacité de 9 milliards, n'ont qu'une capacité de 30%, 3 milliards. Cela est large, c'est diffusant. Et donc, il fallait passer à d'autres choses. Mais maintenant, dans la stratégie, il faudrait que maintenant que ces barrages existent et ils sont là, il faudrait qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on doit faire avec ces barrages. Pendant que certains barrages sont vides, il est temps peut-être de faire leur dévasement et les agrandir. Pendant que ces barrages-là sont là, il est temps peut-être de faire ce que j'appellerais un transfert d'eau d'un barrage à un autre. Vous savez que le barrage Bni Haroun, qui est situé à l'est, contient 1 milliard. C'est le plus grand barrage d'Algérie, 1 milliard de mètres cubes. Mais chaque année,
il se remplit à 100% et chaque année, il déverse, je veux dire, des centaines de millions d'eau au niveau de la mer. Il faudrait maintenant penser à que ces eaux qui partent à la mer soient récupérées et transférées vers les barrages de l'Est de telle façon à remplir d'autres barrages, éventuellement construire d'autres barrages. Il faudrait penser que ces barrages-là, les barrages, ce n'est pas uniquement l'eau, c'est aussi le tourisme. Et il faudrait aussi penser à ces barrages-là, faire une activité touristique autour de ces barrages-là pour qu'ils puissent s'activer. Donc en un mot, un barrage est une entité économique. Et cette entité, il faut la rentabiliser pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Donc il y a du travail à faire là, dans ce domaine-là, des barrages, et voir les différentes possibilités. Et le mieux, je dirais le mieux, c'est que c'est souhaiter que le bon Dieu nous donne de l'eau. Mais vous avez bien dit le mot changement climatique, ce n'est pas l'Algérie. Le changement climatique concerne tous les pays du monde. Et je l'ai constaté moi-même, comme vous avez le constaté, que ce soit le sud de la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, sont en train de souffrir de ce changement climatique et ils ont moins d'eau. Les pays arabes de la région MENA souffrent actuellement tous du manque d'eau et tous les pays arabes sont en train de partir vers le dessalement, vers les eaux souterraines pour les exploiter. Et c'est en train de se faire. Et le dessalement, c'est aussi à ses avantages et à ses inconvénients. Ces inconvénients, on pourrait sur une prochaine question les citer, comme je peux vous en parler rapidement sur les inconvénients. Le dessalement, c'est quoi? C'est l'eau de mer qui est à 36 grammes, lui enlever le sel et la remettre. On récupère du sel et ce sel-là, on est en train de le rejeter à la mer. Mais c'est une perte à 100%. Alors, en parlant de perte, justement, la question de savoir que l'envasement des barrages procure quand même 30 à 40 milliards de mètres cubes perdus. Donc, quelle serait la solution pour éviter ces envasements? Est-ce qu'il faut se lancer dans des opérations de nettoyage, c'est-à-dire de recurage des barrages, ou faudrait-il une autre solution? Effectivement, ce problème d'envasement est crucial et je dirais même que certains barrages sont envasés à 80%. Pourquoi il est crucial? Parce que nous avons les bassins versants qui sont là et les bassins versants dépendent du ministère de l'Agriculture. Et ces bassins versants ne sont pas reboisés, Et quand il y a des pluies torrentielles, la terre tombe et revient à la mer. Et donc il faudrait que quand un barrage est construit, il faudrait que ce barrage, quand il est construit, le bassin versant soit entouré de forêts qui dépendent, les barrages dépendent du ministère de l'Hydraulique, les forêts et les bassins dépendent du ministère de l'Agriculture. Et donc, il faut une certaine coordination entre les deux. Jusqu'à maintenant, cette coordination s'est faite, mais pas exactement. C'est pour ça que ce Conseil national de sécurité hydrique, qui engloberait tous les ministères, coordonnerait ce travail-là. On ne peut construire un barrage que si le bassin versant est déjà préparé et fait. Et donc, et au début, c'est vrai qu'on avait des difficultés, on a construit beaucoup de barrages, mais maintenant, il est temps de penser à ce que ces bassins versants. Maintenant, la boue qu'on récupère, c'est exactement 30 à 40 millions de mètres cubes de boue, donc 30 à 40 millions de mètres cubes d'eau perdue qui peuvent alimenter tout un village. Ces boues-là, en réalité, quand elles sont récupérées, elles peuvent être exploitées autrement. Il faut regarder comment les exploiter, comment les faire. Il y a des techniques scientifiques sur le dévasement. On peut faire un barrage, dès que la vase arrive, elle ne va pas se déposer au fond du barrage, mais elle sort directement ce qu'on appelle ces techniques-là qu'il faut utiliser. Malheureusement, ces techniques-là, il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits. Moi-même, j'ai fait des travaux de recherche sur les techniques de désenvasement directement sans frein, mais malheureusement, les travaux de recherche faits par les laboratoires de recherche algériens restent souvent actuellement au niveau des bibliothèques, des tiroirs, et il n'y a pas une relation importante entre le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et laboratoire et le secteur industriel. Ça commence maintenant, mais actuellement, ce n'est pas encore trop le cas. Alors, les réserves souterraines, puisqu'on en parle, puisque c'est une des solutions, ou les réserves fossiles, si on peut appeler ça ainsi, que recèle le sol algérien, il est quand même important. On parle de 80 millions ou 100 milliards de mètres cubes. Les eaux superficielles, quant à elles, sont à 10 à 12 milliards de mètres cubes. Quelle stratégie proposez-vous pour l'utilisation rationnelle de cette ressource hydrique, très importante d'ailleurs? Pour les eaux
les eaux souterraines, on va dire. transfrontaliers. Les eaux souterraines se chiffrent de 80 000 milliards à 100 000 milliards de mètres cubes. C'est moi-même qui l'avais donné par estimation au niveau national. En réalité, ce qu'on sait actuellement, on sait qu'il y a d'abord la nappe de l'Albien, qui est partagée par l'Algérie, la Libye et la Tunisie, qui contient 60 000 milliards de mètres cubes. Ensuite, il y a à peu près 20 milliards à 40 milliards d'eau souterraine qui est partagée avec les pays frontaliers. Nous avons 7 pays frontaliers. Avec les 7 pays frontaliers, nous partageons des eaux souterraines, que ce soit le Niger, que ce soit la Mauritanie, le Mali. On va même plus loin en Afrique. On dit que cette réserve souterraine est la plus importante dans le monde. Et on partage même des eaux souterraines avec le Burkina Faso, qui n'est pas un pays frontalier, mais nous avons à peu près la même nappe. Donc ces ressources en eau actuellement sont nombreuses. Il faut les exploiter. Parce que quand je dis 80 000 milliards ou 100 000 milliards, toute l'eau depuis qui tombe actuellement, qui tombait en Algérie, était de 10 milliards. C'était les précipitations qu'on avait qui tombaient et qu'on arrivait plus ou moins à se suffire parce que l'Algérie actuellement a besoin, grosso modo, de 15 milliards de mètres cubes par an. Nous avions 8 milliards des eaux de barrage, nous avions 2 milliards, 3 milliards des eaux souterraines superficielles du nord et nous avons 5 à 6 milliards des eaux souterraines du sud. Donc 15 milliards, nous avons largement le temps. Mais à travers les 9 milliards qu'on avait diminué à 3 milliards, nous sommes obligés de reprendre plus d'eau souterraine, plus d'eau usée, plus de dessalée. Et donc ces ressources-là sont actuellement pas identifiées, pas réellement exploitées et pas réellement mesurées. Ce qui est réellement mesuré et connu, c'est entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Les autres eaux souterraines avec les pays transfrontaliers existent, elles sont là, elles sont estimées, mais elles ne sont pas exploitées ni par nous-mêmes, ni par à peu près nos pays voisins. Mais il est temps maintenant de faire une stratégie sur ces eaux souterraines et faire ce qu'on appelle des accords bilatéraux avec les pays Algérie, Niger, Algérie, Mali, des accords multilatéraux avec différents pays pour faire une convention et considérer que ces eaux souterraines est comme un bassin versant souterrain, vérifier la quantité, la calculer et faire des conventions d'études. Et à ce moment-là, avec tous les pays frontaliers, nous n'avons pas fait de convention sauf avec la Tunisie, la Libye et l'Algérie où, comme vous le savez, dernièrement, donc en 2020. Justement, vous posez cette question de savoir votre perception de ces accords signés entre les 3 pays, entre la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Alors, quelle est votre perception de ces accords? Ces accords sont d'une importance sociale, politique, économique, de renforcement de coopération. C'est très important et ces accords ont été faits à haut niveau, à savoir entre le président de la République algérienne démocratique populaire, le président de la République tunisienne et le président de la République tunisienne libyenne qui sont réunis en Tunisie et qui ont fait une stratégie, une vision, comment exploiter ces eaux souterraines en commun, quelle est la quantité à prendre et comment développer ces 3 pays du Maghreb en commun. Il y a eu donc un consensus, un mémorandum signé, une instance qui a été placée actuellement ici en Algérie, rotative, mais en Algérie, qui travaille sur les eaux. Ces eaux souterraines, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons une quantité X. Cette quantité X est à 80% sur le territoire algérien et à 20% sur le territoire tunisien et libyen. Mais quand l'eau souterraine, quand quelqu'un pompe, elle devient commune à tous, on a la même quantité. Et c'est pour ça qu'il a fallu trouver des mécanismes pour dire combien nous allons pomper par an. Il y a un accord très clair, de telle façon que l'Algérie puisse pomper suffisamment la Libye, la Mauritanie, pour développer l'agriculture. Et cet accord-là, commun entre ces 3 pays maghrébins, n'a pas débouché que cette eau souterraine. Il a débouché sur d'autres activités pour ces 3 pays. Parmi ces autres activités qui ont débouché, tout ce qui est l'exemple des phosphates, tout ce qui est les minerais, tout ce qui est transport. Vous avez vu dernièrement où tout le peuple algérien était content d'avoir un train Annaba-Tunis et vice-versa qui fonctionne, qui plus tard continuera sur l'Albie. Donc cet accord important entre les pays du Maghreb est très important. La Mauritanie va certainement se joindre à cet accord-là pour que le Maghreb soit une puissance
économique vis-à-vis de l'Europe et développer les relations. Nous avons suffisamment de moyens pour l'eau, en le partageant, pour l'agriculture, pour l'industrie et pour toutes les choses. Et donc c'est une excellente chose faite par l'Algérie à l'initiative de son président de la République et qui est en train d'avancer dans tous les domaines. Nous devrions faire aussi la même chose avec le Niger, le Mali, le Mauritanie. Alors, je voudrais rebondir sur la question des barrages et d'une manière générale sur l'eau. Donc, on sait que le dérèglement climatique a généré des incertitudes, un dérèglement climatique. Ça veut dire qu'il y a des averses pluviométriques qui sont extrêmement importantes, mais en des endroits où il n'y avait pas, comme dans le sud par exemple. Est-ce que toutes ces eaux qui sont très importantes, il y a eu des inondations, est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme quelque part pour essayer de récupérer ces eaux qui tombent malheureusement ainsi, même dans des grandes capitales? Effectivement, les changements climatiques, ce que les gens ne savent pas, provoquent la sécheresse ou provoquent les inondations. Or, la sécheresse ou l'inondation, c'est les deux extrêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pleut pas, mais quand il pleut, dans une région, il y a la sécheresse. Quand il pleut, c'est des pluies torrentielles qui viennent et qui provoquent des crues. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été vu parce que c'était homogène. Maintenant que nous avons ça, il faut cette politique de barrage, cette politique d'emmagasiner doit changer. Doit changer. Et maintenant, il est temps de changer cette politique et de voir que doit-on faire. Il y a actuellement, dernièrement à Biskra, il a beaucoup plu et c'est parti. Donc il faut revoir la stratégie en supposant qu'il y a des crues, que doit-on faire? Il faut qu'il y ait par exemple des retenues collinaires qui soient là disponibles pour emmagasiner au moins une partie de l'eau. Il faut qu'on arrive à voir, d'où l'intérêt de ce Conseil national de sécurité hydrique, de voir la stratégie de vision. Et ces changements climatiques sont étudiés jusqu'à maintenant. Je peux vous donner l'information, n'est pas le Premier ministre a donné instruction au ministère de l'Environnement avec le Conseil national de changement climatique qui sont en train de travailler actuellement en 2024 sur une stratégie nationale de changement climatique avec des experts sur lequel il y a à peu près une quinzaine de points sur l'eau, sur l'agriculture, sur l'industrie. Ils sont en train de travailler. Jusqu'à maintenant en Algérie, le changement climatique a été travaillé par des experts étrangers. Le gouvernement algérien, le président de la République, le Premier ministre, ont dit nous voulons que des experts algériens travailler sur le changement climatique et nous voulons avoir les chiffres vrais. Et instruction a été donnée à différents ministères pour les experts puissent récupérer les données et travailler sur ce changement et proposer une stratégie, une vision de changement climatique global pour l'Algérie pour commencer à l'appliquer dès 2025. Et il est grand temps parce que effectivement l'eau constitue un véritable défi. Et sans eau, aucun progrès ne pourrait se faire. À qui vous le dites? L'eau, quand on prend le Coran, a créé de l'eau, toutes choses sont vivantes. Ça continue à être aujourd'hui et c'est à partir de l'eau qu'on peut en Algérie développer toutes choses. Quelle que soit l'industrie, quel que soit le cas, c'est à partir d'abord l'être humain pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il ait de l'eau. Ensuite, qu'on développe l'agriculture qui consomme actuellement au passage 70% de l'eau, qu'on développe l'industrie, qu'on développe même pour les usines d'électronique, ont besoin d'eau. Et donc cette eau-là, il faut la préserver, il faut la quantifier, il faut l'exploiter de façon très rationnelle. Donc je vais me permettre aussi d'interpeller les citoyens pour faire preuve d'un peu de rationalité, si on veut, de l'utilisation, parce qu'on constate aujourd'hui, et personne ne pourra me contredire, qu'il y a énormément de gâchis. Les gens n'ont pas cette culture de rationaliser l'eau. Donc je pense que c'est un message. Non, là c'est clair, il y a actuellement une agence qui est censée charger de la formation, de la sensibilisation, de la communication. Mais bon, une agence toute seule ne le fait pas. Parce que moi, mes slogans que j'ai dit, l'eau pour tous, c'est l'affaire de tous. Absolument. Et de l'eau pour tous, en quantité, en qualité. C'est mes slogans que j'ai développés. J'ai développé ce slogan parce que la Constitution de 96, la Constitution de 2020, dans son article 63, dit que l'eau est un droit à chacun des citoyens, quel que soit son endroit, qu'il soit
à Annaba, qu'il soit à Oran, qu'il soit à Alger, qu'il soit au sud, à Tamanrasset, quel que soit l'endroit, l'eau est un droit constitutionnel. Et pour cela, il faut qu'il y ait des lois et qu'il y ait des textes dans ce domaine-là. C'est pour ça que la loi sur l'eau de 2005 est actuellement obsolète. Il faudra la refaire complètement. Et toute une série de textes. La loi de 2005 sur l'eau prévoyait une police des eaux qui n'a jamais été faite, qui n'a jamais été écrite. Quand je dis police des eaux, ce n'est pas police des eaux vers les citoyens. La police des eaux a pour mission de regarder ces eaux-là. Parfois, c'est l'entreprise qui gaspille l'eau, qui ne fait pas les réparations. Parfois, c'est le citoyen. Parfois, le citoyen sans le vote. C'est pour ça que la sensibilisation de l'information et de la communication se fait d'abord par la télévision, ce qu'on est en train de faire maintenant, se fait aussi à travers les journaux, se fait aussi par la société civile qui doit s'impliquer de plus en plus, se fait par les ministères utilisateurs. Quand je prends les ministères utilisateurs, je prends l'agriculture qui consomme 70% de l'eau, c'est beaucoup. L'agriculture peut consommer uniquement 30 ou les 70%. Absolument, il y a des techniques. Il y a des techniques d'irrigation qu'on devrait faire et actuellement, nous sommes arrivés par les techniques d'irrigation par inspection, par goutte à goutte et nous avons des techniques d'irrigation goutte à goutte, légalisées, informatisées, que quand la plante a besoin de l'eau, elle déclenche l'ordinateur qui lui donne de l'eau. Et on peut consommer pour moi. Le flair pour cela, il faut lui faire des formations, des sensibilisations, mais il faut surtout lui donner le matériel, lui faire des prêts bancaires pour qu'il utilise ces techniques-là. Il faut arriver à cela et il faut que l'État aide les flairs qui, au passage, que je remercie beaucoup, à travers les efforts qu'ils ont fait pendant la période du Covid et actuellement, où il ne faut pas se le cacher, l'Algérie actuellement en 2024, du point de vue fruits et légumes, nous nous suffisons à 100% et nous sommes en train d'exporter vers l'international les fruits et légumes. Donc, je rebondis sur vos propos en parlant des banques, du financement. Il faudrait dire quand même qu'il y ait un petit allègement, qu'il y ait un petit peu moins de bureaucratie, parce que tous les investisseurs se plaignent de ces lenteurs concernant les crédits bancaires, par exemple, et les subventions. Les banques algériennes, depuis 1962, étaient fonction administrative et ils prenaient, avant de faire un crédit, beaucoup de précautions. Oui. Maintenant, parce qu'il fallait qu'ils aient un certain nombre de paramètres, de conditions, maintenant, avec la numérisation, avec l'informatisation, les banques ont plus de moyens, plus de logistique, de vérifier certains paramètres et d'être plus près plus sécurisé, d'être plus près du citoyen pour les prêts citoyens, d'être plus près des industriels pour les prêts industriels et le suivi, et d'être plus près des agriculteurs pour les aider. Bien entendu, pour les agriculteurs, pour aider, il ne faut pas demander ce système informatisé pour l'agriculture. Il faut aider les agriculteurs au maximum pour développer. Et nous avons vu, le peuple algérien a constaté que l'agriculture, on lui donne les moyens, on l'aide, il peut faire des miracles. Et il a fait des miracles pendant la période de Covid, il est en train de faire. Merci à tous ces agriculteurs qui ont fait ces efforts-là et qui, grâce à eux, nous ne sommes pas encore à la souveraineté alimentaire à 100%. Nous avons dans certains produits 100% souverains. Mais l'exemple du blé, nous avons encore actuellement des problèmes, mais le président de la République a fait que le Sud, nous avons de l'eau, nous allons développer l'agriculture et nous serons, Inch'Allah, dans les prochaines années, du point de vue sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, souverain à 100%. Tout le blé algérien sera produit en Algérie à 100%. Très bien. Alors, on reste toujours sur l'agriculture et on cessera de dire que c'est le secteur qui a vraiment été impacté par le dérèglement climatique et par le stress hydrique. Alors, ne pensez-vous pas que le recours au recyclage des eaux usées pourrait être une solution salvatrice pour l'agriculture, tout en tenant compte des recommandations du président de la République qui recommande que 60% de ces eaux soient utilisées justement dans l'agriculture? Effectivement, très bonne question et excellente question. Vous savez que ce qu'on consomme comme eau, nous consommons à peu près 10 millions de mètres cubes par jour, soit 3 milliards 650 par an. Et sur les 3 milliards 600, nous rejetons. La norme veut qu'on rejette 80%. Cela veut dire qu'en théorie, on est en train de rejeter 2 milliards 800 mètres cubes d'eau. Je ne dirais pas 2 milliards 800, mais je dis au moins 2 milliards. Ces 2 milliards qu'on est en train de rejeter vont à 95% à la mer. Nous devons maintenant faire une politique, une stratégie, ces 2 milliards, de traiter les 2 milliards
les traités, traitement primaire, secondaire, les traités. Ensuite, quand on les traite, nous devons les réutiliser. Quand on les réutilise, on réutilise pour l'agriculture et l'irrigation, on réutilise pour l'industrie, le refroidissement, on réutilise pour les loisirs. Regardez l'oued el-Harash maintenant, comment il a été traité, réutilisé par la population qui va au bord de l'oued el-Harash et qui mange. Donc nous devons le faire. Actuellement, nous traitons que... Et il faut aussi mettre fin au versement des... Nous traitons actuellement que de l'ordre de 500 millions. Et sur les 500 millions, il n'y a que 50 millions qui sont réutilisés pour l'irrigation. C'est vraiment très peu. Parce que 50 millions de 500 millions, ça fait 10%. Mais 50 millions des 2 milliards, ça fait de l'ordre de 4-5%. Donc, un effort immense qui était fait. Le président de la République a compris ça et a dit dans un premier conseil de ministres en 2022 qu'il faut utiliser 40%. À travers les journaux, à travers mes écrits, il a été sensibilisé. Il a dit nous passons à 60%. Moi, je propose actuellement que les eaux usées doivent être réutilisées à 80%. Et ça donnera un capital de 2 milliards de mètres cubes d'eau usée traitée, réutilisée, plus les 2 milliards qu'on va avoir pour le dessalement. Avec 2 milliards par 2 milliards, parce que les eaux usées en réalité, si je prends l'exemple de Singapour, vous prenez l'eau usée, elle est traitée primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, et elle est réutilisée comme eau potable. Ça veut dire que la technologie est maîtrisée au niveau mondial et on peut réutiliser les eaux usées pour l'eau potable. En Algérie, la technologie est aussi maîtrisée. En Algérie, actuellement, nous avons des ingénieurs, des techniciens qui, du point de vue barrage, le construisent à 100%, station d'épuration, station de dessalement et réutilisation. Donc on peut, mais moi, je ne vais pas dire au peuple algérien que nous allons réutiliser l'eau usée pour la consommation. Nous sommes loin de là. Nous avons suffisamment d'eau de barrage, mais l'utiliser en agriculture et l'industrie, le refroidissement industriel au niveau de Seine. Et donc, cette eau usée, il faut maintenant la gérer et la faire. Et j'ai même proposé, peut-être, qu'il faudra créer une agence nationale de réutilisation des eaux usées qui ne s'occupera que des eaux usées, les traiter, les réutiliser et aller vers cela, de telle façon que ça sera sa mission principale. Comme il y a actuellement l'Agence nationale de dessalement des eaux qui s'occupe que des dessalements des travail, peut-être qu'il faudra créer l'Agence nationale de traitement et de réutilisation des eaux usées qui sera indépendante et qui travaillera avec l'ensemble des ministères. Alors, puisque vous parlez de dessalement des eaux, c'est une priorité en Algérie. Alors, qu'en est-il réellement? On sait qu'il y a certaines stations qui sont carrément inopérantes. Est-ce que c'est dû à des... Je dirais inopérantes, non, ce n'est pas le mot exact. À vrai dire, il faut pas se le cacher. On avait parlé au début du changement climatique. C'est en 2002 que les changements climatiques sont venus et on s'est retrouvé au mois de mai avec les barrages à zéro et les ressources souterraines. En 2002 déjà, le gouvernement de l'époque avait décidé plus jamais ça et nous avions acheté 60 stations de dessalement entre 5 000 et 10 000 mètres cubes et par la suite, nous avons construit 11 stations de dessalement. Les 11 stations de dessalement qui ont été construites donnaient 2,2 millions de mètres cubes par jour, soit 700 millions. Ensuite, on a dormi sur les deux oreilles, on a dit c'est réglé le problème. En 2018, nous sommes revenus avec les barrages vides et nous n'avions pas quoi faire. Le président de la République en 2020 a décidé la création de 3 stations de dessalement en urgence qui ont été faites en même pas 2 ans. Et ça a été fait, ils sont en train de travailler, c'est de la masse, ils travaillent. Ensuite, 5 stations de dessalement ont été décidées d'être faites en 2022 à 2024. Ces 5 stations de dessalement, chacune à 300 000 mètres cubes par jour et qui vont être prêtes au niveau de décembre 2024 et qui sont faites actuellement à 100% par des Algériens, à savoir Considère et GCB, d'autres entreprises qui sont en train de le faire. Donc on parle aussi de certains problèmes de membrane. Effectivement. Et ensuite, de 2025 à 2030, nous allons avoir encore programmé 5 stations de dessalement, chacune de 300 000 mètres cubes par jour. Soit à l'horizon 2030, nous aurions l'équivalent de 6 milliards, 6 milliards de 6 millions de mètres cubes par jour, soit l'équivalent de 2 milliards
de traitement. Mais maintenant, les stations de dessalement, c'est quoi? C'est l'eau de mer à 35-36 grammes, qu'on enlève tous les sels et qu'on la rend potable à 200 mg. Donc on enlève les sels et on les rejette à la mer. Mais toute la station de dessalement qui fonctionne, la pièce principale, c'est la membrane. Et tout le monde dit que nous allons avoir 60% de la population alimentaire. Ça fait 5 ans à peu près, j'étais le premier à proposer que les membranes, c'est une priorité qui va assurer la souveraineté. Il y a 5 pays au monde qui fabriquent les membranes. Si pour une raison quelconque, ces 5 pays, malgré qu'on a des dollars, ils n'arrivent pas à nous vendre, les 60% alimentés par 60% de la population alimentée par l'eau potable, s'il n'y a pas de membrane, les stations ne vont pas fonctionner. Et c'est pour ça que j'avais proposé la construction de stations de dessalement. Nous avions fait l'année passée une réunion avec les pays arabes, avec la Ligue arabe, et cette proposition a été retenue par la Ligue arabe pour faire une usine de fabrication de membranes pour tous les pays arabes, puisqu'on est tous conscients, une grande usine. Ça a été fait. Malheureusement, comme ça, avec la Ligue arabe, ce n'est pas encore mis en charge. L'Algérie a pris, comme on dit, le taureau par les cornes. Il a dit, nous allons faire une usine de fabrication de membranes en Algérie. Le projet a été annoncé par le ministère de l'Énergie et ce projet est en train d'avancer avec les Allemands ou d'autres partenaires pour avoir notre autonomie, notre souveraineté avec la fabrication des membranes. Et je suis très fier et très content que cette idée que j'ai 5 ans va se réaliser par mon pays qui va faire une fabrication sur les membranes. C'est quand même courageux, j'estime que c'est courageux. L'Algérie a pris les devants. Oui, l'Algérie a pris les devants, parce que l'Algérie actuellement a besoin de personnes, de chercheurs visionnaires qui proposent des idées à l'horizon 2025-2030 sur un certain nombre de paramètres. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai travaillé aussi avec un secteur de souveraineté nationale sur le problème de l'agriculture et nous avons défini la priorité dans l'agriculture, c'était être souverain dans les semences. Et nous avons fait actuellement, l'Algérie a fait un décret, une banque de données de semences, et quand on a les semences, on peut développer. C'est en train de se développer, cette banque de données de semences. C'est pour ça que je propose aussi la création d'un Conseil national de sécurité hydrique, et aussi en parallèle un Conseil national de sécurité alimentaire, pour voir la stratégie définir. Il faut arriver à voir les choses sur 20 ans, 30 ans, ensuite les gens les réalisent. Tout à fait, sachant que à l'horizon 2050, le réchauffement climatique va progresser de 20 à 25%. Oui, je dirais à la lecture des différents rapports faits par le GIEC à travers les différentes COP qui se sont passées. La COP 29 qui va se passer en novembre à Bakou. Il est de plus en plus grave que c'est prouvé que les changements climatiques, que les températures vont augmenter. Nous allons avoir plus de sécheresse, plus d'inondations dans tous les pays du monde. Et il faut se prévenir, il faut être résilient. Et l'Algérie, je le disais tout à l'heure, a compris et est en train de travailler sur les changements climatiques avec une stratégie, une vision à l'horizon 2050. Et donc, il y a une équipe actuellement, dépendante du ministère de l'Environnement, qui est en train de travailler sur l'horizon 2050. C'est plus l'horizon 2025-2030, l'horizon 2050. C'est une bonne chose. Donc, il faut arriver à voir maintenant les choses sur 20, 30, 40, 50 années, les travailler et les voir. Alors, une question qui me traverse l'esprit. Est-ce que l'eau de dessalement peut-il être utilisée en agriculture? Ou est-ce qu'il faut un traitement particulier? L'eau de dessalement, je vais répondre directement à votre question et aborder les détails. En Espagne, l'eau dessalée est traitée et ensuite réutilisée en agriculture pour l'irrigation et dans d'autres pays. Donc, cela est faisable. L'eau, maintenant, actuellement, qui est dessalée en Algérie, telle que l'eau qu'on envoie à la population pour la consommation, peut être envoyée à l'irrigation. Mais maintenant, l'eau pour la population n'a pas de prix. Quel que soit le prix, on doit donner l'eau à la population pour boire. Pour l'irrigation, on peut lui donner, cette eau-là, mais il faut qu'elle soit rentable, parce qu'il faut que l'agriculteur achète le prix de l'eau dessalée à son vrai prix, il la réutilise. Elle peut être rentable pour certains produits en bord de mer, parce que les fraises, certains produits qui peuvent être rentables et exportés. Si on donne l'eau de mer traitée à l'irrigation, il faut que cette eau-là soit rentable et irriguée. Et il faudrait à ce moment-là qu'on applique le vrai prix de l'eau. Et je vais rouvrir la parenthèse sur ce. C'est inhérent au prix du traitement de cette eau. Et le prix de l'eau actuellement, vous savez que l'État actuellement algérien vend l'eau 6 dinars le mètre cube.
le prix réel de l'eau actuellement, le prix réel de l'eau est actuellement entre 140 à 200 dinars. Le citoyen algérien non payant 6 dinars ne paye pratiquement rien, c'est donné gratuitement, subventionné. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai proposé un projet de décret sur la tarification de l'eau. Et dans ma tarification, l'OMS dit 25 litres par habitant et par jour suffisent. J'ai fait des calculs et j'ai trouvé ces 10 mètres cubes. Et j'ai dit qu'il faut que les 10 mètres cubes soient donnés gratuitement à tout le peuple algérien. Très bien. Ensuite, entre 10 et 20 mètres cubes, ils soient donnés aux citoyens algériens avec une subvention de l'État 80% et 20% des citoyens. Au-delà de 50 mètres cubes, il faut que le prix de l'eau soit payé à 100% par celui qui le consomme. Et donc, il faut revoir la tarification de telle façon que le citoyen est gagnant et l'État est gagnant. Les deux sont gagnants-gagnants. Très bien. Alors, le sujet est tellement complexe qu'on pourrait aborder pendant des heures et des heures et encore si on aura tout dit. Alors, le temps nous est un petit peu, qui nous est réparti est un petit peu court. Je vous laisse le dernier mot si vous avez un message à transmettre. Oui, j'ai un message à transmettre. Il faut qu'actuellement, l'Algérie, le gouvernement, l'État fasse confiance de plus en plus à ses experts, à ses cadres. Et dans ce domaine-là, j'ai un certain nombre de propositions que je fais. Un, dans ce domaine de l'eau. Il faut créer le Conseil national de sécurité hydrique dépendant directement du président de la République. 2. La loi de 2005 est obsolète et il faut la revoir complètement. 3. Les assises de l'eau. Il faut arriver à faire les assises de l'eau et traiter le problème de fond en comble et sortir avec une charte, avec une loi. 4. Du point de vue formation et recherche dans le domaine de l'eau, le secteur de l'enseignement supérieur a fait actuellement de la formation de master en dessalement, de master en traitement des eaux, est en train de faire. Il faut que les laboratoires de recherche qu'on a, on a 1800 laboratoires de recherche, 50 centres de recherche, il y a au moins 50 laboratoires qui travaillent dans le domaine de l'eau. Il faut que ces laboratoires se rapprochent plus du secteur industriel et y travaillent. Il faut aussi tout ce qui est scientifique. Je prends un exemple, j'ai vu la télévision ces derniers temps où il y a l'Académie des sciences, l'Académie algérienne des sciences et technologies qui est créée et qui est en train de travailler. Cette Académie des sciences qui est en train de travailler, à travers sa loi de 2022, à travers des décrets d'application de 2030, est en train de faire un travail. Il faut elle est en train de faire de bon travail, que ce soit son président, ses vice-présidents ou l'ensemble des membres, mais il faut que maintenant, en 2025, elles abordent des problèmes réels de développement de l'Algérie, à savoir la sécurité hydrique, à savoir la sécurité alimentaire, à savoir la sécurité énergétique, à savoir les problèmes de formation de recherche, à travers le meilleur classement de l'Algérie dans le classement de Shanghai, à travers les revues. Et donc, l'Académie algérienne des sciences de l'eau a fait en 2023-2024 beaucoup d'activités très utiles pour le peuple algérien, pour l'économie, mais il faut qu'en 2025, ce soit la lancée pour le développement de l'Algérie dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps ne nous est pas permis d'aller un peu plus loin. Nous vous remercions, professeur, pour toutes ces informations. J'espère que nos téléspectateurs en ont vraiment bénéficié. Merci encore une fois. Et je remercie nos téléspectateurs pour l'attention qu'ils nous ont accordée et nous leur donnons rendez-vous au prochain numéro, Inch'Allah. C'est moi qui vous remercie pour vos excellentes questions, très utiles, très bénéfiques. Et à travers vous-même, je remercie le peuple algérien qui nous écoute, les décideurs, et surtout je remercie la Ouattaniya qui m'a donné cette opportunité d'échanger, de discuter et d'éclairer certaines choses. Et Inch'Allah, il y aura d'autres émissions qu'on pourra encore développer spécifiquement certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Le professeur a dit ce que je devais dire. Merci beaucoup et au revoir. Au prochain numéro, Inch'Allah. Salam alaikum.